Bonjour à tous. Le groupe Transition existe maintenant déjà depuis 6 ans. L'objectif initial était de mettre en place des outils pour améliorer le passage des soins pédiatriques aux soins adultes. Alors, je prends le contrôle. Alors après, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour faire passer les diapos. C'est les petites flèches? Ce sont les petites flèches, oui, tout à fait. Bon, ça passe pas. Je pense que c'est moi qui ai le contrôle. Ah bon, ben voilà, bah, je te laisse faire. Ouais. Bon. Nous avions commencé par une première étape qui était l'état des lieux en France au niveau de la néphrologie pédiatrique et de la néphrologie adulte, qui avait montré une insuffisance de ce type d'outils au niveau national. Nous avons donc, dans une deuxième étape, mis en place un outil qui était basé à base d'un programme anglais inspiré du docteur Arvind Nagra à Southampton, à base de questionnaires progressifs, en fait, pour évaluer progressivement à partir de l'âge de 13-14 ans jusqu'à l'âge de, on va dire, de 16-18 ans avant le transfert chez les adultes, de l'état de maturation du jeune et de le préparer justement à prendre en charge, à la fois au niveau de sa prise en charge médicale et de sa vie, une certaine autonomie, ce qui s'appelait l'empowerment. Nous avons mis en place, si tu peux passer. Donc ça, c'était le programme à base de questionnaires, donc, qui a été récapitulé sur cette slide depuis un âge peut-être qu'on peut considérer comme un peu précoce de 11-13 ans, en tout cas jusqu'à l'âge pré-transfert entre 18 et 20 ans. Tout ce programme a été mis en place sur le site ORCID avec les questionnaires qui peuvent être remplis en ligne. Nous avons, donc slide suivante s'il te plaît, nous avons publié ce programme donc, dans Néphrologie et Thérapeutique, publication qui est sortie en début d'année 2021. Et donc, si on peut revenir sur la deuxième slide, la quatrième étape était donc l'évaluer l'impact des programmes de transition sur le transfert. Et je laisse la parole à Sandrine Lemoine pour nous présenter nos projets pour cette dernière étape. Donc voilà, on s'était fixé 4 étapes. On en est à la dernière, celle d'évaluer le programme de transition. Et notamment, je pense qu'on est tous convaincus que préparer la transition et le transfert, c'est indispensable, mais on souhaitait évaluer ce programme dans un demande de PREPS, qui est un programme pour le développement de la recherche dans les programmes de soins. Et donc, on a un peu manqué l'appel à projet de septembre 2021 et l'idée, c'est de commencer à se préparer pour le probable appel à projet de septembre 2022. On souhaite faire une étude observationnelle dont l'objectif principal serait de voir le nombre de patients perdus de vue à 1 an et 2 ans après la transition. Alors, objectif principal qui pourrait maintes fois se discuter, mais qui nous semblait être probablement le plus objectif dans les critères dont on avait discuté avec Robert. Et des objectifs secondaires simples, mais de satisfaction, d'autonomie et de connaissance de la maladie. Et l'ensemble de ces items sont présents dans le dernier questionnaire d'ORCID, parce que dans les questionnaires, il y a un qui prépare à la transition vers 11-13 ans, un autre vers 15-16 ans, un autre à 18 ans, qui est celui qui est avant le transfert, et un dernier questionnaire 1 an plus tard, pour lequel on vérifie que d'une part les connaissances du patient, mais surtout comment il a vécu ce transfert dans son équipe adulte. Donc, on est au tout début de la réflexion. Il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment des centres qui participeront. Est-ce qu'il faut se limiter aux centres qui ont déjà un programme de transition? Bien sûr, les centres qui ont déjà des binômes avec un néphropédiatre et un néphro-adulte. On ne voulait pas partir d'une transition préparée à 13 ans parce que je pense qu'on est presque personne, voire personne, commence aussi jeune encore en France. En tout cas, une transition préparée après 16 ans.
Une nécessité, bien sûr, est bien d'utiliser les questionnaires ORCID, hein, parce que c'est là-dessus qu'on avait commencé le travail et pour voir bien, aussi si elles sont utilisées, s'il y a une utilité, si ça nous permet de se ressortir des données. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir, pour que le protocole soit le plus simple possible, parce que plus il sera simple, plus il sera réalisable, bien d'obtenir via le financement du PREPS des tablettes pour les centres pour que les jeunes bien, puissent remplir les questionnaires en ligne, parce que ces questionnaires sont vraiment particulièrement pratiques. On peut les remplir directement online. Voilà, la question était, est-ce que ces tablettes pourront être financées par un PREPS ou un autre partenaire pharmaceutique? Certains étaient intéressés pour financer ces projets. La question aussi très importante était quels patients, parce que bien, les patients qui sont transférés sont très hétérogènes en termes d'étiologie de la néphropathie. Il y a une grosse partie de transplantés, et puis il y a les problèmes d'insuffisance rénale, les problèmes de tubulopathie, les problèmes de lithiase, donc beaucoup des problèmes de syndrome néphrotique où chacun finalement a son propre questionnement et ses propres spécificités. Notamment pour les transplantés, c'était la question, parce qu'il y a déjà une étude en cours, Robert le signalait, sur les transplantés par rapport au rejet et au DSA. Donc, est-ce qu'il faut implémenter les transplantés? Et c'est aussi la raison pour laquelle on avait choisi les perdus de vue. Ça nous semblait être le plus simple pour limiter ce problème d'hétérogénéité. Et puis, bien sûr, si on veut que ça réussisse, il faut quelqu'un qui puisse centraliser les informations, relancer les médecins et faire une database. Donc, aussi l'objet du financement de PREPS. Donc, voilà, on en est au tout début. On pensait partir à partir du groupe de travail qu'on avait formé initialement, voir si chacun était intéressé pour participer à ce PREPS. Donc, trouver les centres intéressés et les binômes, ça nous semble indispensable de travailler en binôme pédiatre et néphro-adulte. Et donc, on sera ouvert à toutes questions et suggestions de la part du groupe de travail. Mais pour tous ceux qui ne sont pas et qui veulent participer, bien évidemment, il faut nous contacter. On sera ravis d'être plus on sera nombreux, plus on aura de la puissance en termes de patients. Voilà. Merci infiniment. Bien sûr, c'est ouvert à la discussion par l'intermédiaire du chat que Jennifer pourra relayer. Moi, j'ai une première remarque. D'abord, c'est un gros boulot que vous aviez fait, et donc cette étude d'évaluation, à mon avis, est complètement intéressante, si on peut dire, dans la mesure où c'est une façon d'évaluer nos pratiques d'abord, d'évaluer ce que vous aviez fait comme travail et l'utilisation de ce process. Et puis ça s'intègre vraiment complètement. Beaucoup de nos centres sont des centres de référence ou de compétences qui sont adultes-enfants. Et donc, je dirais, si on n'a pas de binôme c'est encore existant, c'est peut-être l'occasion d'en créer, hein, si on n'avait pas cette idée, ou de le formaliser un peu plus avant que ce qui se fait. C'est vrai qu'il peut y avoir dans tel ou tel centre des programmes d'éducation thérapeutique qui s'appuient sur vos outils dans le cadre de la transition, mais c'est certainement intéressant. Donc, un grand merci et j'espère qu'il y aura des réponses à ce PREPS 2022. Juste une question avant de laisser la parole au chat. En termes d'estimation budgétaire, ça vous paraît que vous avez une idée? Non, c'est pas encore penché sur le problème. Je pense que ce qui coûte le plus cher sera la tech qui permettra on va dire, de centraliser les données. Les tablettes aussi, mais on avait plutôt des pistes pour l'industrie si le PREPS ne pouvait pas financer. Robert, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, je disais les tablettes aussi. Hein, non, c'est ce qui va coûter le plus cher, effectivement, tout ce qui est personnel et puis matériel informatique. Oui. Il y a une question de Valérie Lonc qui, à propos de transition ou transfert brutal, puisqu'elle elle cite le cas d'un jeune qui s'est vu refuser la prise en charge aux urgences, j'imagine pédiatriques, en raison de son âge civil. Et donc, elle pose la question de savoir si donc il a été orienté vers en transition rapide, j'allais dire, vers les urgences adultes. Y a-t-il
Y a-t-il un texte opposable, à votre avis, ou est-ce que c'est plutôt une sensibilisation, comme Valérie le dit dans la suite de son message, des services d'urgence d'adultes sur cette problématique, d'accepter, même si les enfants ont plus de 16 ans, plus de 15 ans et 3 mois, on ne leur dit pas, voilà, c'est le moment de couper le cordon, tu vas aller du côté des urgences adultes. Est-ce que vous avez une réponse? Bah, pour moi, il n'y a pas de texte opposable. C'est 18 ans, il me semble. C'est pas. Non, non, Enfin, c'est 15 ans et 3 mois, 15 ans. c'est 15 ans et 3 mois, ouais. Non, je crois qu'il n'y a pas de texte, hein. Effectivement, c'est des exemples qui existent assez régulièrement. Nous, on demande aux patients, qui se présentent directement aux urgences pédiatriques, même s'ils ont 18 ans, notamment chez les greffés ou insuffisants rénaux chroniques. Mais bon, des fois, il y a des ratés et on les récupère par la suite. Mais je crois, légalement, je ne pense pas qu'il y ait de texte. Non, et la problématique est au-delà des urgences, c'est aussi des hospitalisations pas forcément par les urgences, mais via les hospitalisations quand ils ont plus de 18 ans, qui doivent absolument être en service adulte et que la pédiatrie refuse. Souvent, voilà, c'est d'où l'intérêt du binôme, hein, c'est de pouvoir anticiper. On ne peut pas toujours anticiper les problèmes, mais plus on marche en binôme, je pense, mieux ça fonctionne. Ça se règle au cas par cas, j'ai l'impression plutôt. Une précision, Valérie Longue, pardon, fait partie de l'association des patients porteurs d'un certain nombre de LOV. Je n'avais pas cette info, pardon. Mais voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres retours dans le chat, mais je pense que c'est vraiment un sujet important. Comment dire, en particulier dans le cadre vraiment de ce qui est demandé à la filière, hein, et ce qui est demandé au centre de référence, c'est vraiment tout le monde en est convaincu, tout le monde essaye de le faire avec parfois des moyens un peu limités, et sans doute qu'une telle étude peut nous aider et peut aider les différents centres comment dire, à optimiser et à formaliser cette transition, et ce qui me paraît tout à fait important. Donc, un point, Amélie Rigbert nous dit que c'est 18 ans lorsque le patient est suivi la limite d'âge pour une maladie chronique, à Rennes en tout cas. Donc, ça veut dire qu'à Rennes, ils ont réussi à mettre cette limite grâce à la discussion, hein, tout à fait. Jérôme Aramba, juste pour... donc, Jérôme Aramba dit qu'il pourrait être utile dans le cadre d'un PREPS de recueillir les données du SNDS et d'évaluer le parcours de soins après la transition. C'est-à-dire, oui, on doit pouvoir évaluer après la transition là où vont les patients et de quelle façon, là où ils sont pris. Ça peut être intéressant pour préparer le dossier de réponse à l'appel à projet PREPS. Oui, c'est toute l'autre difficulté qu'on va avoir s'il y a ceux qui seront transférés dans le même centre de référence ou dans le gros CHU dont le suivi ne sera pas trop compliqué. Et il y a toutes les grandes régions, comme on en parlait avec Robert à Lille, où en fait les patients vont à 1 heure, 2 heures et vont être suivis vers leur néphrologue adulte référent. Donc ça va être la difficulté de ce PREPS aussi. Ouais, tout à fait. Ben, un grand merci. Et donc, on attend vos propositions et pouvoir, j'espère, le maximum de centres répondre dans l'objectif de ce financement. Et si PREPS, il n'y a pas, voir quelle autre source de financement pourrait être engagée. Puis merci de me laisser une place pour intervenir. Alors, moi, je vais juste resituer un petit peu les choses. On s'était rencontrés il y a 2 ans, je pense maintenant, Robert, sur les précédents groupes de travail, transition et éducation thérapeutique. On avait fusionné à cette occasion-là, puisqu'en fait, il y avait des personnes qui étaient dans les 2 groupes et on avait fait un seul groupe de travail. Moi, j'étais venue discuter surtout sur la partie éducation thérapeutique, mais également dans la partie transition, puisque je suis coordinatrice d'éducation sur le réseau de néphrologie d'Île-de-France, et ça fait partie aujourd'hui des missions que l'on nous donnait, c'est d'essayer au niveau de la ville, et non pas de l'hôpital, d'essayer de faire du rapprochement et de pouvoir assurer une partie de cette transition en coordination des acteurs de ville. Et en parallèle de ça, en éducation thérapeutique, on avait commencé à penser à un outil. Donc, on était au tout début quand on s'est rencontrés en 2019, un outil de e-learning destiné aux patients, créé avec les patients à leur demande sur des problématiques d'accessibilité à l'éducation thérapeutique, de distance. En Île-de-France, tout n'est pas forcément si près que ça, même si on est en Île-de-France. Pour pouvoir
de chez eux, finalement, repenser aux consultations, se poser un petit peu, pouvoir préparer les consultations suivantes en valorisant parfois finalement leurs compétences, s'apercevoir qu'ils savent des choses, qu'ils savent faire des choses, et puis qu'ils ont peut-être des interrogations sur d'autres. Et c'est comme ça qu'on a construit le début de ce e-learning avec des questionnaires et une étude de terrain. Cette plateforme, elle a été faite à partir d'une thèse d'abord, faite avec une pharmacienne qui a étudié la faisabilité de créer un e-learning à destination des patients et également des professionnels de santé, mais c'était surtout l'axe patient qui nous intéressait sur la néphrologie. On a fait une étude de besoin sur les patients d'Île-de-France, sur 500 qui étaient représentatifs de ce qu'on avait comme typologie de patients, donc toutes maladies rénales chroniques confondues, du lithiasique à des maladies rares, en passant des polykystoses, des maladies moins rares, des néphropathies diabétiques, enfin donc vraiment on essayait d'être très large. On a eu 54% de répondants, ce qui est un très bon résultat par rapport à ce qu'on a en répondant sur des enquêtes en ligne. En général, on comptait avoir une vingtaine de pourcents. 54%, on était plutôt content des résultats. Et puis, on a posé des questions de fond sur le type d'apprentissage qu'ils auraient voulu avoir. Et ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, 98% des répondants étaient intéressés ou très intéressés par un site d'apprentissage en ligne avec une approche interactive. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est ressorti notamment des Verbatim, c'est qu'ils ne voulaient pas un énième site d'information et ils ne voulaient surtout pas d'un scientifique. Alors c'était assez étonnant puisque on pensait que les demandes iraient vers une information validée, prouvée, mais ils avaient besoin d'une approche pratico-pratique. Donc on s'est un peu lancé avec un cahier des charges qui était un peu une nouvelle chose pour moi parce que j'ai l'habitude de coordonner des groupes de travail, de coordonner de l'animation, du développement d'outils d'éducation, pas forcément la rédaction d'un cahier des charges, mais voilà, on s'est lancé sur un cahier des charges, un appel d'offres, réfléchir avec des prestataires de services sur la capacité de mettre un certain nombre d'obligations que l'on voulait, non seulement une protection des données, même s'il n'y a pas de données patients sur ce e-learning, mais le fait de consulter ce e-learning à destination de patients en maladie rénale, les étiqueter d'emblée plus ou moins en maladie rénale. Donc il fallait qu'on ait un hébergement sécurisé, données de santé. Il fallait aussi qu'on ait quelque chose qui soit fluide. On ne voulait pas un modèle comme on peut l'avoir en apprentissage, en DPC par exemple pour les professionnels de santé, très linéaire où il faut avoir passé un premier module, un deuxième module pour accéder à autre chose. Et on voulait donc que le patient puisse construire son parcours au gré, finalement, de ses besoins, avec des auto-évaluations, la capacité de revenir en arrière, de changer de thématique. Ça a donné finalement quelque chose autour des thèmes choisis par les patients. Ils sont toujours dans nos groupes de travail aujourd'hui. Les 7 thèmes principaux qui sont sortis en premier grouper pas mal de choses sur les reins que nous, on a dissocié après pour plus de visibilité, des éléments sur la prise en charge, les traitements médicamenteux, l'alimentation, le quotidien, l'autonomie, donc pas mal de choses. Et puis, comme vous voyez sur les images, on a eu quelque chose qui est assez ludique et qui peut se prêter aussi bien aux enfants qu'aux adultes, parce qu'en fait, là aussi, dans les Verbatim et dans les prérogatives des patients, on les a laissés choisir le type de représentation et ils ont boudé en bloc tout ce qui était représentation scientifique. C'est-à-dire qu'on a eu des mots, nous notant qu'ils ne souhaitaient pas d'images radiographiques, scanners et autres images très médicales, qui ne voulaient pas non plus être infantilisées. Donc c'était un petit peu compliqué de trouver des images qui soient à la fois représentatives mais qui ne soient pas trop infantilisantes. Et donc voilà un petit peu ce à quoi on a abouti. Le parcours est donc complètement autonome, c'est-à-dire que les thématiques, on y accède comme on veut. Elles se sont enrichies depuis 2019 au fil en fait du temps, hein, puisque au fur et à mesure que l'on développe avec les néphrologues, pharmaciens, diététiciens avec qui on travaille et les patients, on rajoute des modules. Donc aujourd'hui, tout n'est pas finalisé et on souhaite pouvoir continuer à l'enrichir. Et une collaboration avec la filière pourrait être une excellente idée pour répondre à des besoins par rapport à justement la transition ou des thématiques qui ne sont pas abordées aujourd'hui et qui seraient intéressantes dans le cas des maladies rares. Donc,
la possibilité de changer de parcours à tout moment, d'aller voir une autre thématique. Des activités variées, là aussi, ça faisait partie de la demande des patients. Donc, on n'est pas en éternel oui, non ou quiz. On a des glissés déplacés. Là, vous voyez un podium. J'ai pris quelques images en exemple, des vrais faux. Je passe très vite, hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le typologie d'activités que l'on peut avoir. Les modules d'activité durent en moyenne 5 minutes. Vous voyez ici un tableau à remplir avec des glissés déplacés. Et il y a un pré-test avant des cartes à retourner, avant et après chaque thématique, de façon à évaluer finalement ce qui a été acquis au cours de ces petits modules. Et ici, voilà, vous en avez un sur l'alimentation avec des menus. Évidemment, il y a tout un tas d'exercices avant et on arrive ici sur cette slide qui vous montre sur le fait qu'on a ou pas un menu équilibré. Évidemment, il y a des éléments de réponse après les choix. Pour nous, on a été entièrement financé sur le début de ce projet par l'Agence régionale de santé Île-de-France, qui au départ voulait réserver le site à l'Île-de-France, puisqu'il finançait voilà, le réseau Île-de-France. On a réussi à négocier l'ouverture finalement à tout le monde. Donc aujourd'hui, cette plateforme est entièrement accessible. On a des personnes qui se connectent, qui sont à l'autre bout du monde. On a des gens au Canada, on a des pays du Maghreb, on a la Nouvelle-Calédonie, on a l'Amérique du Sud. Donc vraiment, enfin voilà, on en a un petit peu partout. Pour l'instant, on n'est qu'en version francophone. On n'a pas cherché à faire des déclinaisons. Ça prend beaucoup de temps. On n'est pas très nombreux à travailler dessus. Et voilà, je dirais, on n'a qu'une volonté, c'est de continuer à enrichir et de laisser accessible au plus grand nombre. C'est un outil d'apprentissage qui aujourd'hui est utilisé dans certains hôpitaux en complément d'ateliers d'éducation ou des petits morceaux pour des séances d'éducation de groupe. Donc, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Et voilà, je vais laisser les questions si vous en avez. Et je vous invite, pour ceux qui ne le connaissent pas, à vous connecter sur le site du e-learning.renif.fr si vous voulez vous créer un compte et regarder un petit peu à quoi ça peut ressembler. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Bélissa. C'est très intéressant d'avoir et bien sûr ce lien pour pouvoir consulter plus précisément votre travail fait, si j'ai bien compris, en grande partie à partir de l'avis des patients. Et donc, ça me paraît tout à fait intéressant. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de temps pour les questions. Je suis désolé parce que, à moins qu'il y en ait une brûlante et que Jennifer nous la fasse passer, parce qu'on est un tout petit peu contraint par le temps. Mais comme vient de l'écrire Robert, c'est tout à fait intéressant d'avoir votre présentation et vous évoquez un travail en commun avec la filière. On vous en remercie pour éventuellement enrichir à la fois nos projets et peut-être le vôtre. Donc un grand merci pour cette présentation tout à fait intéressante et là aussi simple d'utilisation, ce qui est quand même le maître mot, si j'ai bien compris, de votre projet. Voilà, merci. Robert ou Sandrine, si vous avez quelque chose à ajouter. On avait discuté avec Emma de cette plateforme très intéressante qui est déjà bien finalisée pour éventuellement pouvoir la proposer dans le cadre des travaux de la filière pour l'ETP avec des spécificités pédiatriques et des spécificités au niveau de la transition puisque si vous avez bien compris, on peut rajouter des modules en fait avec éventuellement des questionnaires, tout un parcours pour justement l'intégrer dans le cadre de la prise en charge de la transition, par exemple. Et donc, ça paraissait très intéressant de pouvoir le proposer dans le cadre de la filière sur un plan national, quoi. C'était ça un peu. Alors, on n'a pas étudié pour l'instant qu'est-ce que ça représente en termes de travail, de financement, puisqu'on a été un peu stoppé par le Covid, puisqu'on devait se réunir en mars 2020. Et donc, voilà. Là, c'est un peu pour remettre les choses en train et éventuellement pouvoir travailler ensemble par la suite. Très bien, on a bien compris et j'espère que ça sera possible et que surtout les conditions épidémiques le permettront. Donc, merci. Donc, Jennifer va partager le lien vers le e-learning Renif. Ça, c'est tout à fait important. Et ça fait donc, encore une fois, merci beaucoup à vous trois.